Alain Boulaert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre ouvrage intitulé La Marine française et publié aux éditions Palantine. C'est un livre qui est finalement une somme. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la mer, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire, vous avez écrit des ouvrages sur les rois. Aujourd'hui, c'est une façon un peu de mélanger les deux puisque vous faites une histoire de la marine française. Oui, alors je suis historien maritime fondamentalement, puisque c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse, sur Brest et la marine royale. Et donc, je l'avoue, pour avoir fait beaucoup de conférences sur l'histoire de la marine française, c'est une grande chance que m'a donnée Palantine de pouvoir écrire cette histoire de la marine française. Et en même temps, un énorme challenge, parce que c'est un petit peu encyclopédique, c'est gigantesque à traiter. Comme je suis brestois et que j'aime Brest et que je m'y intéresse, il ne fallait pas que je privilégie Brest par rapport aux autres ports en France. Je suis spécialiste du XVIIIe siècle et là je m'étalais sur une beaucoup plus grande période, donc c'était un vrai challenge à relever. Alors justement, comment est-ce que vous vous en sortez? Puisque au final, le résultat, il est là, il est très bien fait, il est très lisible, il est très intelligible. Mais comment est-ce que justement vous avez réussi à dégrossir tout ça? Est-ce que vous avez fait de nombreuses sélections? Comment est-ce que vous avez mené cet ouvrage? Alors, je l'ai mené en partant du principe, enfin, essentiellement ce que je faisais au cours de conférences, parce que j'ai été amené à faire des conférences, par exemple, aux élèves officiers de réserve un temps, aux élèves du commissariat, et à chaque fois on me demandait de faire cette histoire de la marine en un nombre très limité d'heures. Donc j'étais obligé de faire des sélections, donc déjà cela m'a aidé au départ à savoir où était l'essentiel pour moi, avec la perspective aussi, je suis quand même historien, donc ce n'était pas une apologie de la marine que je tenais à faire, mais une mise en perspective, en particulier sous l'angle de Braudel, parce que Braudel, lorsqu'il a écrit son histoire de la Méditerranée sous Philippe II, il a distingué trois temps, le temps géographique, le temps social et le temps événementiel. Et pour moi, c'est particulièrement adapté à l'histoire de la marine, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à traiter tout d'abord les données géostratégiques, parce que sinon on ne comprend pas l'histoire de la marine si on ne comprend pas les enjeux de la mer. Ensuite de ça, les hommes et les bateaux, parce que c'est fondamental, avant de passer à ce qui est en général traité dans une histoire de la marine, c'est-à-dire le pur événementiel. Et j'ai voulu aussi montrer comment la marine pouvait être un élément fort de la culture, même si ça ne l'est pas suffisamment à mes yeux aujourd'hui. Les enjeux de la mer, justement. On a le sentiment que jusqu'à Richelieu, en fait, la France n'a pas réussi, enfin était en tout cas en retard sur l'exploitation de sa façade maritime par rapport à ses voisins. Est-ce que c'est le cas et pourquoi? Alors pour moi, la donnée fondamentale, c'est le fait que la monarchie française, le royaume de France, s'est forgé autour de l'Île-de-France. Lorsqu'Hugues Capet a été élu roi en 987, comme je le dis parfois, parce qu'il y a une espèce de jeu de mots, il est seigneur de la seule île en France qui n'ait pas de côte, c'est-à-dire l'Île-de-France. Sauf si on compte les cuestas, mais c'est un autre domaine. En tout cas, il n'y a pas de façade maritime. Et quand on y réfléchit, 987, 1532, le rattachement de la Bretagne à la France. Et ça n'est qu'au moment où la Bretagne est rattachée à la France que le royaume atteint ses frontières maritimes en acquérant la province la plus maritime qui soit avec la Provence, c'est-à-dire la Bretagne. Et donc, alors que dès le départ, par exemple, Guillaume le Conquérant en Angleterre a une politique maritime qui va de soi parce que c'est une île, eh bien la France n'a pas. Ça c'est le premier élément fort. Le deuxième élément fort à mon avis, c'est le fait que la France est un pays très riche continentalement. On a des terres très très riches et du coup on n'a pas besoin d'aller chercher l'aventure sur la mer. Et là je prendrai l'exemple des Hollandais que l'on appelle les gueux de la mer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à terre. Donc s'ils ont envie de vivre simplement, ils ont besoin du commerce maritime. Même chose pour l'Angleterre.
Alors que la France, il y a un proverbe allemand qui dit comme un coq en pâte, ça se dit wie Gott in Frankreich, comme Dieu en France. Parce que la France, eh bien, elle n'a pas besoin de l'aventure maritime à une période où c'est extrêmement risqué. Mais c'est là qu'est la richesse en même temps. Aujourd'hui, vous expliquez que le développement économique et l'indépendance économique viendra de la maîtrise finalement de la mer et du commerce maritime. Quel en est l'état aujourd'hui pour la France ? Alors, il est évident qu'on regarde, alors les chiffres sont parfois un petit peu contradictoires, mais plus de 80% du commerce international se fait par voie maritime. Là-dedans, la France a la deuxième zone économique exclusive maritime au monde. Donc, la France a des atouts absolument extraordinaires. On retrouve une citation de Richelieu, c'est-à-dire qui disait dans son testament « Dieu a donné à la France l'empire des mers », on l'a. Or, quand on regarde cela, on a également une marine de guerre, puisque c'est ici le sujet, une marine militaire extrêmement importante. Mais quand on regarde la marine de commerce, elle est à un rang incroyablement faible par rapport à cela, puisqu'elle est aux alentours du 25e au 30e rang. Et du coup, on a un petit peu l'impression qu'on protège la mer pour les intérêts économiques de voisins. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, parce que je n'ai pas regardé récemment, mais il y a un temps, pas très lointain, où la Suisse avait plus de porte-conteneurs que la France. La Suisse, qui n'a pas de côte, mais qui finance des porte-conteneurs. Et donc là, pour moi, il y a un véritable problème et un véritable enjeu. Parce que c'est le commerce international qui fait la richesse, en dehors de la spéculation financière qui, elle, n'a pas besoin de la mer, mais pour la réalité des choses, c'est la mer. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on n'a pas encore pris conscience complètement, et même d'un point de vue militaire, je dirais, par exemple, le conflit le plus récent, la Libye, quand on voit les deux chefs d'état-major successifs de la marine, le prédécesseur et l'actuel, l'ont dit, la marine est arrivée au bout de ses forces parce qu'on a engagé les marins pendant des durées incroyablement longues. Et cela, on n'a pas l'impression, on n'en entend pas parler, on entendait parler des bombardements un petit peu, mais on s'est retrouvé en flux tendu, je dirais en quelque sorte. Le Charles de Gaulle a dû rentrer, le Mistral et le Tonnerre sont à bout de force. Donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire que si la France veut avoir une politique internationale telle qu'elle le désire aujourd'hui à l'échelle planétaire, si elle veut jouer un rôle, à mon avis, qui est excessif, je le dirais, enfin pour moi c'est clair, on n'a plus les moyens de nos ambitions, mais si on veut jouer ce rôle-là, il faut vraiment prendre en compte la marine. Et ça, je ne sais pas si tout le monde en est conscient. Dans cet ouvrage, on voit en effet que la marine est appréhendée de manière très différente par les différents dirigeants qui vont mener les politiques maritimes de la France. Quel a été selon vous le moment, ou les moments cruciaux qui ont fait la marine française et ce qu'elle a été ou ce qu'elle a pu être ? Alors, les grands politiques qui se sont véritablement intéressés à la marine française, c'est indubitablement Louis XIV avec Colbert, bon Richelieu auparavant, Richelieu, Louis XIV avec Colbert et Seignelay, des gens comme cela. Ensuite de cela, Louis XVI. Même si Louis XV n'a pas démérité, contrairement à ce que l'on pense souvent, parce qu'il a perdu la guerre de 7 ans, pardon. Louis XV s'intéressait à la mer. La preuve, il a envoyé Bougainville faire le tour du monde. Donc, c'est-à-dire que la monarchie, même si ça n'a pas suivi, a compris depuis Richelieu l'importance de la mer. Alors après cela, la Révolution et Napoléon, eux, ont eu beaucoup plus de mal, pour des tas de raisons. Et la majeure, c'est que l'Angleterre tenait la mer, en fait, et on n'arrivait pas à débloquer l'étau. Donc du coup, on s'en est en partie désintéressé. La monarchie de Juillet et Napoléon III ont modernisé la flotte et donc ont joué là aussi un rôle beaucoup plus important que celui qu'on leur attribue en histoire souvent. La Troisième République a eu une politique maritime intéressante mais liée entièrement au phénomène de la colonisation parce qu'à cette époque-là, pour aller dans les colonies, il fallait passer par la voie maritime. Donc, par exemple, l'Indochine a été très clairement colonisée par les marins et très souvent gouvernée par les marins d'ailleurs. Sous la 4e et la 5e République,
les choses ont changé, je dirais les choses ont changé en partie avec les 3 conflits avec l'Allemagne, parce que notre ennemi traditionnel, l'Angleterre, n'est plus notre ennemi depuis l'entente cordiale. Et donc là, du coup, on a un petit peu de mal à positionner l'importance que doit avoir la mer et la marine militaire dans la politique extérieure de la France. Et je pense que c'est là qu'on en est. Alors, au moment de la guerre froide, De Gaulle avait fait le choix du sous-marin nucléaire lanceur d'engins avec son accompagnement, c'est-à-dire les frégates, etc. Ce qui fait que là aussi, la marine a joué un rôle fondamental. Et puis, après, je dirais que c'est un peu par rebond. Par exemple, pour un marin, il est clair qu'un seul porte-avions, ça ne sert à rien. Dans la mesure où, même s'il est nucléaire, il est immobilisé à certains moments pour de l'entretien. Et si on le considère comme une pièce maîtresse de la défense de la France et des intérêts supérieurs de la France, on se retrouve dans une situation un petit peu, je compare parfois à la cour de récréation, où on va dire « pousse, c'est pas du jeu, attends, mon bateau n'est pas en état ». On ne peut pas dire ça pour une nation. Et on le voit bien là, actuellement. Par exemple, s'il intervenait un conflit majeur, le Charles de Gaulle est indisponible. Il l'a été à certains moments, on l'a bien vu. Alors bon, il se trouve que les conflits dans lesquels nous sommes engagés sont soit avec l'ONU, soit avec l'OTAN, avec d'autres puissances. Donc ça ne pose pas de problème majeur. Après ça, politiquement, il faudrait savoir si les intérêts supérieurs du pays sont en jeu. Ça aussi, c'est autre chose. Mais toujours est-il que donc là, il y a une certaine incohérence liée à un phénomène fondamental, c'est que la marine, ça coûte extrêmement cher. Et justement, la France n'a jamais été aussi longtemps en temps de paix. Oui. Elle a une marine encore une armée maritime assez importante. Est-ce que ça vaut le coup de garder cette forme-là? Est-ce qu'il ne faut pas renouveler pour d'autres missions? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est un choix politique. Effectivement, est-ce qu'on doit continuer à avoir une défense nationale? Je réinsiste sur le national parce qu'elle pourrait être européenne. Bon, mais on voit aujourd'hui la crise de l'Europe. Bon. Deuxièmement, la marine n'a jamais eu autant de missions civiles. Et je pense en particulier à tout ce qui est un des fléaux des temps modernes, la lutte contre les pirates, on le voit bien, dans l'océan Indien, la lutte contre les narcotrafics. La marine joue un rôle fondamental dans la poursuite des dealers, du marché de la drogue. Alors par contre, ce ne sont pas les mêmes types de bateaux qu'il faut. Et on le voit bien, par exemple, en parlant de la drogue, il est clair que les trafiquants aujourd'hui ont des bateaux super puissants, super rapides. Est-ce que, c'est un petit peu l'histoire des gendarmes et des voleurs, hein, parce qu'à terre c'est la même chose quand on voit les voitures qui font le trafic de drogue, est-ce que ceux qui sont chargés de combattre ce trafic ont les mêmes engins? C'est pas évident. Mais là, ce sont des choix aussi. Qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'il faut envisager des gardes-côtes et enlever cette fonction-là à la Marine nationale? Je ne le crois pas. Les gardes-côtes peuvent faire partie d'une marine. Mais je pense que pour le coup, dans ce rôle-là, la Marine nationale, probablement plus que les autres armes, joue un rôle véritable de défense nationale des intérêts supérieurs de la nation, comme le disait l'amiral Castex, mais pas les intérêts militaires stricto sensu, c'est plutôt contre la drogue, le trafic, le narcotrafic, mais aussi tout ce qui arrive par la mer, la pollution marine aussi, même chose. Le rôle de surveillance que joue la marine, y compris pour la plaisance, etc., c'est un rôle civil. C'est pour ça que d'ailleurs les préfets maritimes sont devenus des préfets de la mer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau et qu'il convient de prendre en compte.